J'ai entendu l'autre jour, et on entend régulièrement, un concept un peu hybride qui est celui de journaliste militant. Pour moi, c'est totalement incompatible. C'est mon point de vue sur le journalisme, fait qu'on peut être militant, c'est très respectable, mais quand on est militant, on passe son temps à mettre en valeur les qualités d'un candidat ou on parlait de Livre Noir par exemple, avec Éric Zemmour, et puis on va évidemment de facto gommer ses défauts. On aura une perception biaisée de la réalité volontairement. Et le journalisme, c'est pas du tout ça, c'est complètement le contraire de ça. Le journalisme, c'est potentiellement être capable de dire du mal ou de dire des choses désagréables de personnes qu'on apprécie au demeurant. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous partons à la rencontre de Régis Le Sommier, journaliste spécialiste des territoires en guerre, directeur de la rédaction du média Omerta et ancien directeur adjoint de Paris Match. Avec lui, nous parlerons du traitement médiatique, notamment concernant le conflit en cours en Ukraine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et au magazine papier en vous rendant sur le site internet défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Régis, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Me présenter, alors je m'appelle donc Régis Le Sommier, j'ai 54 ans, bientôt 55. J'ai passé plus de la moitié de ma vie à faire du journalisme, et plus particulièrement du journalisme de terrain. J'ai été pendant 27 ans dans le magazine Paris Match, dont 10 ans à la direction adjointe du titre. Mais je n'ai jamais quitté le terrain, j'ai toujours été quelqu'un... Comme quelqu'un m'avait dit, tu as un tropisme divergent pour le terrain, et je crois que ça me définit assez bien, c'est-à-dire que je parle, j'aime beaucoup parler de société, j'aime beaucoup parler de géopolitique, mais toujours en essayant de les appuyer sur des expériences que j'ai vécues, ou des choses que j'ai vues, ou que j'ai pu glaner à droite à gauche dans le monde, voilà. Je n'ai rien contre le savoir encyclopédique, livresque. J'estime que c'est complémentaire, mais moi, ma particularité, c'est vraiment d'aller raconter les histoires des autres et de puiser, à l'aune de ces histoires, des éléments pour expliquer un point de vue, pour expliquer un phénomène ou une évolution de la société. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, vous nous faites le plaisir de nous accueillir ici dans les studios de Omerta, le nouveau média qui est tout récent, qui est très jeune, que vous dirigez, vous dirigez la rédaction. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre rôle au sein de ce média ? Alors, Omerta, c'est une idée qui est venue de rentrer, je vous ai expliqué les 27 ans à Paris Match. Moi, j'étais un homme du texte qui travaillait avec des photographes, donc avec une vision et quand même sur les reportages et sur les sujets, un point de vue orienté image, avec une prépondérance de l'image. Donc j'ai cette habitude dans l'écriture que j'ai pratiquée pendant toutes ces années, et même dans mes livres, tout est extrêmement scénarisé, c'est-à-dire on raconte une histoire, on fait du storytelling. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ça correspond très bien aussi à d'autres attentes et à d'autres plateformes, en fait à d'autres outils de communication qui sont tous ces outils de l'ère digitale. Et l'idée d'Omerta, c'était d'appliquer tout simplement ces points de vue et cette façon de faire de Paris Match à de l'image animée, à de la vidéo, à des formats courts, à des formats longs, pour raconter des histoires, et toujours des histoires humaines, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est d'aller quelque part aussi, d'essayer d'y déceler ou de pénétrer dans des endroits où peu de gens vont, soit par désintérêt médiatique, soit parce que c'est difficile d'y aller, d'où ce nom Omerta, qui correspond évidemment, l'idée n'est pas de... Nous on dit c'est la loi de l'information, c'est pas la loi du silence. L'idée c'est de briser l'omerta sur certains sujets. Je prends tout simplement le dernier reportage que j'ai fait en Afghanistan. Grâce à des contacts sur place, j'ai pu retourner, passer 2 semaines en Afghanistan sous le contrôle des talibans. Alors c'est pas un exploit, hein, d'autres journalistes le font, mais il y a en ce moment une sorte de trou noir médiatique autour de l'Afghanistan, c'est-à-dire qu'on n'en entend plus du tout parler. Une autre guerre, c'est-à-dire en l'occurrence la guerre en Ukraine, que aussi j'ai couvert, mais a un peu éclipsé ce sort de l'Afghanistan. Et là on s'est dit avec Omerta, pourquoi pas aller demander, aller enquêter, regarder, autant
que faire se peut, puisque les conditions de travail sont quand même difficiles, mais l'idée c'était de pénétrer dans le pays et de raconter ce pays sous le joug des talibans, qu'est-ce qui s'y passe, quels sont les espoirs des gens, quel est leur sort aujourd'hui, les femmes, les drogués, enfin toute la thématique, toutes les problématiques afghanes. Et donc on y est allé, on y a passé 2 semaines et on revient avec un 52 minutes avec l'impression de dire voilà, on prend un pas de côté par rapport aux autres médias ou aux médias dits mainstream, c'est-à-dire que nous on va explorer un territoire qui aujourd'hui est tombé dans l'oubli. Alors, vous l'avez dit, vous avez passé beaucoup de temps à Paris Match dans un média très mainstream pour le coup, qui s'intéresse à l'actualité au sens large. Tous les gens qui s'intéressent à la défense, à la sécurité, sont forcément obligés de s'intéresser un peu au journalisme. Parfois, les relations sont très conflictuelles. Je pense que vous l'avez aussi vécu quand vous étiez avec l'armée française, peut-être. Oui. Le fait de lancer un média indépendant comme ça, est-ce qu'il y a un objectif de vouloir un objectif plus grand, peut-être, que pratiquer votre métier avec plus de liberté ? Alors oui, c'est évident, quand on a un média petit, qui a son positionnement, qui maintenant a son identité, avec on y travaille des thématiques nationales, des problématiques de sécurité, d'immigration, tous les phénomènes de la société en fait sont auscultés par nous, mais on a chez Omerta notre originalité, c'est-à-dire cette dimension internationale aussi, qui fait qu'on a couvert l'Arménie, le Liban, l'Arabie Saoudite, la Tchétchénie récemment. On prépare un documentaire sur les Tchétchènes, un autre documentaire sur les Daguestanais, mais sous l'angle du sport, en l'occurrence le MMA, où c'est un peu la Mecque du MMA, c'est ce Daguestan avec ses super champions, etc. C'est un phénomène planétaire, donc on est allé toujours aux sources du phénomène, donc on a une gamme de sujets, et la liberté, c'est de pouvoir se dire, tiens, on avait aussi cette souplesse à Paris Match, faut pas le nier, quand on avait une bonne idée, un bon sujet, qu'on allait voir le rédacteur en chef, rarement le rédacteur en chef nous disait non, je veux pas que tu partes, etc. C'est plutôt la prime à celui qui part et qui veut partir. Et l'idée c'était que chaque reporter quitte son bureau, ne reste pas à l'intérieur, mais aille dehors. Donc là, ici, peut-être au niveau de la faculté de décision, on a moins d'inertie peut-être pour orienter, pour se dire tiens, on va vraiment mettre le paquet là-dessus, on va faire un magazine sur tel sujet, parce qu'on a aussi cette déclinaison magazine, mais c'est seulement trimestriel. Souvent les magazines sont des réceptacles de reportages qu'on a fait en vidéo, donc c'est une partie photo qui reste, à laquelle je suis attaché, et qu'on arrive parfaitement à décliner sans perdre trop de temps. Donc on a ce côté objet magazine d'un côté, et puis la plateforme qu'on consomme comme, je dirais, un MyCanal ou Netflix, c'est-à-dire c'est des contenus vidéo, en l'occurrence essentiellement des reportages et des grands entretiens. Donc on a ces deux pieds. Mais en effet, vous avez raison sur la question de la liberté de choisir. On a moins de contingences, on est moins tributaire de l'actionnaire ou du plus grand annonceur du journal, par exemple. Faut pas être naïf, et c'est sûr que quand on a 40% des revenus publicitaires du journal qui sont fournis par, je vais pas le citer, mais ce que j'ai connu par le passé, c'est difficile. Il y a certains sujets plus compliqués à traiter, etc. Donc évidemment, et puis les médias français sont tenus énormément par les patrons d'entreprise. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut rien y faire, mais bon, il y a toujours ce conflit entre l'actionnaire ou ces tensions entre l'actionnaire et le journaliste qui lui veut faire les choses en se donnant un maximum de liberté. On est plus libre quand on est indépendant, c'est évident. Il y a moins de friction aussi avec une hiérarchie, dans le sens où... Moins de friction, on peut se confronter, on peut ne pas être d'accord, mais on règle les choses assez rapidement quand on est une petite équipe. Moi j'ai connu, pour reprendre Paris Match, des conférences de rédaction qui étaient des véritables guerres de tranchées, où chacun campait sur sa position, et c'était assez difficile là de trouver un consensus. Aujourd'hui c'est plus facile, parce qu'on sait pourquoi on est dans le média, on est une petite équipe qui fonctionne, et qui est capable de se réinventer tous les jours, quoi. On a l'impression de l'extérieur, quand on parle d'Omerta, que c'est un média qui est assez orienté dans l'éditorial. Après, en France, mais je pense partout dans le monde, on met les gens dans des cases très facilement. Ouais. Surtout en France. Et puis on a l'impression aussi que les médias indépendants, en tout cas quand ils traitent de l'actualité générale,
doivent forcément avoir une ligne assumée. Je pense à Blast, par exemple, qui a clairement assumé une partie de sa ligne éditoriale, d'une partie d'un bord politique. Livre Noir de notre côté. Vous, comment vous vous positionnez, par exemple? Et comment, question peut-être un peu plus large, est-ce que c'est obligatoire de devoir avoir une ligne qui aille dans un sens ou dans l'autre, ou pas? Moi, je vais vous dire clairement le fond de ma pensée là-dessus. J'ai entendu l'autre jour, et on entend régulièrement un concept un peu hybride qui est celui de journaliste militant. Pour moi, c'est totalement incompatible. C'est mon point de vue sur le journalisme, fait que on peut être militant, c'est très respectable, mais quand on est militant, on passe son temps à mettre en valeur les qualités d'un candidat ou on parlait de Livre Noir par exemple avec Éric Zemmour, et puis on va évidemment de facto gommer ses défauts, donc on aura une perception on aura une perception biaisée de la réalité volontairement. Et le journalisme, c'est pas du tout ça, c'est complètement le contraire de ça. Le journalisme, c'est potentiellement être capable de dire du mal ou de dire des choses désagréables de personnes qu'on apprécie au demeurant. Quand on va couvrir un conflit côté russe, par exemple, de pouvoir dire aujourd'hui que les Russes ont des défauts, même si vous avez, les Russes font des choses parfois aberrantes, etc. Mais il faut pouvoir le dire. Il faut pouvoir être critique par rapport à ça. Critique, il faudrait aussi l'être côté ukrainien. Pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas, essayer d'appliquer un maximum de l'idée de je ne vais pas cacher les choses, je vais montrer ce que je ressens, montrer et essayer avec mon honnêteté. Vous savez, Daniel Philippaki, qui était un des fondateurs de toute cette aventure de presse qui a été Paris Match et le groupe ce qui est aujourd'hui le groupe Lagardère, enfin ce qu'il en reste, Daniel Philippaki, groupe Hachette plutôt, Hachette Philippaki à l'époque, disait un journaliste, il n'a que son honnêteté. À un moment, il n'a que son honnêteté. Il m'est arrivé, moi, de couvrir des événements où j'étais seul et finalement, j'aurais pu dire des choses qui étaient fausses. J'aurais pu truquer. Je ne l'ai pas fait. Je me suis toujours astreint de dire vraiment ce que je vois et ce que je ressens, y compris, je vous dis, quand c'est désagréable. Donc, le côté orientation politique, je trouve ça... c'est pitoyable parce que ça de dire oui, on est un média de gauche. Enfin, ça veut dire quoi un média de gauche aujourd'hui? C'est quoi? Ça veut dire en fait, on dit le contraire de ce qu'un média de droite dit. On regarde le Figaro le matin et on se dit tiens, on va dire le contraire. C'est ça être un média de gauche. Alors on va nous dire oui, évidemment, il y a des valeurs, etc. Non, je pense que la réalité, elle dépasse les valeurs et les humains dépassent les idées qu'on leur prête. C'est-à-dire que je m'entends, quand vous allez suivre un combattant, il a une vie, il a une famille, il va combattre pour une idée, mais quelque part, son humanité derrière, c'est ça ce qui est le plus intéressant. Et souvent, d'ailleurs, elle est en porte-à-faux, peut-être même avec son propre combat. C'est-à-dire que le type va exprimer des choses qui, en réalité, sont assez loin de lui. Et c'est à vous de déceler ça et à vous de raconter ce monde. Le monde, c'est pas une page écrite par des idées révolutionnaires ou conservatrices. Le monde, c'est une somme d'erreurs humaines qui ont parfois des côtés grandioses et parfois des côtés pathétiques. C'est tout ça le monde, donc c'est très loin de la politique en fait. Enfin, moi c'est ma conviction profonde du journalisme. Je vous rejoins et on a fait venir sur ce podcast Dorothée Lyric, qui est grand reporter pour France Télé, qui a le même discours, Oui. Ou Franck Cognard par exemple de France Info, qui en a beaucoup parlé aussi. Maintenant, est-ce que c'est pas quand on est aussi responsable d'une rédaction, quelque part aussi entrepreneur, est-ce que d'ailleurs vous voyez un peu comme entrepreneur? Bien sûr, oui, il y a une logique financière. Est-ce que ça vient pas un petit peu se mettre en porte-à-faux par rapport à la mission journalistique? Si, vous avez raison, mais c'est ce que je vous disais aussi, que comme certains confrères qui ont des actionnaires envahissants, on peut dire Vincent Bolloré et Bernard Arnault,
Voilà, par exemple, bah oui, c'est sûr que c'est compliqué d'aller parfois dans ces circonstances-là dire ce qu'on veut dire, etc., et essayer de narrer le plus justement possible ce qu'on a vu et de rendre compte le plus justement possible. Donc nous, on a des contraintes financières plus légères. L'idée, c'est d'arriver à un point d'équilibre, de panacher le succès qu'on peut avoir avec le nombre d'abonnés, le nombre de magazines achetés, etc., qui sont nos ressources. On n'a pas autre chose. On a très peu, on a quelques pages de pub, mais c'est que dalle par rapport à ce que j'ai pu connaître autrefois, où en tant que directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, ben oui, j'avais des réunions, diffusion, publicité, parce que la diffusion était directement corrélée à l'achat, au prix de la page de pub. Vous savez, à la moitié de l'année, au mois de juin, en fonction de ce qu'on avait fait comme performance de diff au début de l'année, ben, la page de pub était fixée et évidemment les annonceurs principaux ou les annonceurs réguliers demandaient que ce soit moins cher. Donc il y a toujours ce côté mercantile qui fait que c'est la vie du journal, parce qu'il faut bien payer les gens à la fin du mois, il faut payer les pigistes, il faut payer les photos. Donc tout ça est assez une économie complexe. Là, encore une fois, ça revient à votre question précédente. Est-ce qu'on a plus de liberté ? Oui, on a plus de liberté quand on est indépendant, mais il faut faire plus attention. On a moins de moyens. On doit faire, quand on part en reportage, on doit budgéter. On doit essayer de. L'idée n'est pas de dormir dehors dans un sac de couchage systématiquement, mais bon, parfois on dort dans la voiture, parfois. Mais ça, c'est les circonstances du terrain aussi qui le dictent. Mais globalement, si vous voulez, on est on essaye de faire attention, on essaye d'être plus rigoureux, peut-être plus attentif à la dépense, parce que c'est une économie très fragile. Et ce que je dis souvent, quand j'ai des jeunes qui viennent me voir, ou des stagiaires qui sont vraiment enthousiastes, qui ont le feu sacré, je leur dis vous avez tout à fait les moyens d'assouvir ce feu sacré, et vous avez la niaque et vous en voulez, mais n'espérez pas vous enrichir en faisant du journalisme. C'est pas vrai. C'est pas un métier où on devient riche. Si vous voulez devenir riche, faites autre chose. Voilà. Il faut devenir banquier. Banquier, ou à un moment la publicité aussi, c'était la communication. On peut faire mais journaliste, c'est extrêmement rare, quoi. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça force à être audacieux et innover. Et en parlant de ça, vous avez été un des très rares médias à couvrir la guerre en Ukraine d'une façon différente de ce qui se fait de façon mainstream, c'est-à-dire en allant du côté russe. Ouais. Ce qui ne doit pas non plus être simple, ni avant, ni pendant, ni même après. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette aventure, comment vous l'avez préparée? Est-ce que c'était compliqué? Et aujourd'hui, avec le recul que vous avez, comment vous observez tout ça? Alors, sur cette guerre en Ukraine qui est très particulière, d'abord par sa dimension, par le fait que ce soit un conflit conventionnel, les militaires qui nous écoutent comprendront tout à fait tout de suite ce que je veux dire, alors que depuis une quinzaine d'années, on assiste essentiellement, où la France même est impliquée dans des conflits qu'on qualifiera d'asymétriques, avec un ennemi qui se dérobe sous forme de guérilla, qui tend des pièges, qui attaque là où on l'attend pas. Là, on est sur une logique de deux fronts, avec de part et d'autre des gens qui ont un équipement et un matériel finalement qui s'équilibrent. On le voit bien d'ailleurs avec cette contre-offensive annoncée ukrainienne pour le printemps, qui s'est terminée, enfin elle n'est pas terminée, elle est toujours en voie de développement, mais enfin on voit bien que c'est depuis le début, depuis le 4 juin et la contre-offensive ukrainienne, si on fait le bilan, l'Ukraine a repris une centaine de champs. Vous me direz, les champs ukrainiens sont très grands, et puis quelques hameaux, c'est une guerre de hameaux, mais c'est exactement valable pour les Russes, qui nous avaient promis une offensive d'hiver, qui n'a été finalement qu'un grignotage, à part des événements un peu plus, de dimension un peu plus importante, qui ont été la prise de Soledar et celle de Bakhmout. Le reste, ça a été quelques kilomètres carrés qui ont été repris, et là, côté ukrainien, on est à nouveau avec quelques kilomètres carrés repris. Donc finalement, cette guerre, elle est donc conventionnelle, front contre front.
Moi, j'ai eu l'avantage, un petit peu par hasard, mais faut toujours la chance. On dit que l'absence de chance est une faute professionnelle chez les journalistes. Et j'ai eu l'opportunité, juste au début du conflit, vers à peu près au mois d'avril, d'aller côté ukrainien. Donc de couvrir, à l'époque pour le Figaro Magazine, qui m'avait commandé un papier sur les volontaires français qui allaient s'engager en Ukraine. Et du coup, j'ai passé une dizaine de jours dans cette Ukraine attaquée, avec ces alertes, avec cette population, et puis ces masses de combattants qui arrivaient d'un peu partout. Il y avait un esprit un peu brigade internationale, mais on n'était pas encore dans le dur de la guerre. C'était essentiellement, il y avait des combats, il y avait Mariupol et tout ça, mais il y avait des combats, mais c'était très sectorisé. Il y avait des missiles qui passaient dans le ciel, des attaques, mais on était dans une phase, je dirais, montante de la guerre, avec une population qui découvre peu à peu que le pays s'enfonce dans une logique qui va être extrêmement destructrice, mais on est un petit peu avant. Et puis, en effet, comme vous le signaliez, j'ai eu l'opportunité, là aussi, ces contacts, c'est un maillage de choses qui font qu'on arrive à pouvoir d'aller donc 2 fois côté russe. Une première fois, alors plus une sorte de road trip à travers la partie de l'Ukraine occupée par la Russie, puisque j'ai passé quelques jours à Kherson. Je crois que je suis d'être le seul journaliste occidental est allé à Kherson au moment où Kherson était occupé par les Russes et où le front se trouvait dans l'oblast de Nikolaïev, juste un peu au nord, à une vingtaine de kilomètres. Donc d'être allé sur le front à l'époque et dans la ville de Kherson, d'avoir pu constater aussi à quel point la guérilla, les nationalistes ukrainiens liquidaient ou tentaient de tuer les officiels russes. Il y avait une sorte d'ambiance très particulière à Kherson qui n'était pas tellement une ville acquise aux Russes, à la différence d'autres endroits dans cette Ukraine russophone globalement. Ensuite d'aller à Zaporijjia, autour de la centrale, pouvoir parler aux gens, etc. De revenir à Mariupol pour finir dans le Donbass. Donc ça avait été vraiment une vision. Donc on avait fait un documentaire qui s'appelait Front russe sur justement, c'était septembre-octobre, avant le retrait de Kherson. Et puis il y a eu un peu le général hiver qu'on a voulu aller côtoyer, qui a été là plus avec une unité de lieu et de temps, un séjour d'une dizaine de jours avec des combattants russes sur la ligne de front au nord de Bakhmout. Là, c'était vraiment une expérience absolument incroyable, qui est de même nature que celle que des confrères comme Dorothée Oliéric ou autres ont vécu côté ukrainien. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec Dorothée, c'est qu'on s'est retrouvés au même moment des 2 côtés du front, en fait. On devait être à 40 km l'un de l'autre. C'est toujours intéressant de comparer, quand on se voit, justement, la condition de vie des Ukrainiens et des Russes. Bon, on se rend compte qu'elle n'est pas évidemment très différente, que les menaces sont les mêmes, qu'il y a évidemment l'intensité des combats, les combats d'artillerie surtout, qui sont les plus dévastateurs. C'est une guerre une guerre d'artillerie, avec le plus qui est la composante drone, qui rend la vie extrêmement pénible, extrêmement dangereuse. On ne peut pas passer 3 minutes dehors sans entendre un bourdonnement et sans courir dès qu'on entend un bourdonnement. Voilà, donc ces expériences de front, elles m'ont intéressé parce que ça m'a permis aussi du point de vue du journaliste de constater d'abord que les Russes à l'époque, on disait, j'entendais des propos sur des plateaux de télé qui combattaient avec un fusil sur 2, un fusil pour 2 soldats. Évidemment, tout ça était complètement faux. Ils n'ont jamais manqué de munitions. Aujourd'hui, plus personne ne le conteste. Mais à l'époque, on disait oui, c'est une armée de clochards. Ils n'ont pas d'équipement. Il leur manque ils vont arriver à court de munitions. Donc tout ce que j'ai vu démonter complètement voilà. Et ça, c'est quand même intéressant de pouvoir aller et constater que même pour des exercices, parce que les Russes, à l'époque, le bataillon avec lequel on était, formait les fameux 300 000, enfin une partie des fameux 300 000 mobilisés par Poutine en septembre.
et que ça se passait, l'exercice, les exercices auxquels on a pu assister, il y avait énormément de cartouches, on gaspillait du RPG pour apprendre aux mecs à les manier correctement, même du thermobarique à l'entraînement, vous voyez, donc sur du RPG, du thermobarique sur du RPG, donc voilà, tout ça me laissait penser que les Russes n'étaient absolument à court de rien. L'autre aspect, c'est en permanence, les gars vous rappellent pourquoi ils combattent et qu'ils ont totalement l'impression de combattre la guerre de leurs grands-parents. On nous dit, ah oui, mais c'est un délire de Poutine. Oui, mais en fait, ça marche quand même très très bien auprès des gars. L'idée de la Sainte-Russie aussi, l'idée de l'agression, qu'en face, il y a des nazis, ils y croient volontiers, même si c'est évidemment totalement exagéré. On ne peut pas reconnaître quand même que les Ukrainiens soient très discrets parfois avec des patchs un peu visibles, mais que ça sert évidemment au moulin de Poutine pour les accuser d'être tous des nazis. Je ne crois pas qu'ils soient tous des nazis évidemment, mais les Russes, eux, vivent en fait la guerre de leur grand-père assez facilement. Et je vais vous raconter une anecdote qui est assez significative. C'est un matin, nous étions à peu près une vingtaine de kilomètres dans la zone de Kremina, au nord de Bakhmout. Et là, on se réveille dans une forêt de l'Est, avec des énormes pins immenses. Et au moment du réveil, parce qu'on est arrivé là de nuit, je vois une tranchée impeccablement étayé avec des palissades en bois à l'intérieur et du matériel qui était disposé dans cette tranchée. Et je demande à un sergent, je fais venir le traducteur, je lui dis mais pourquoi vous avez des tranchées alors qu'on est à 20 km du front? Et là le type me dit ah mais c'est pas du tout nos tranchées, c'est des tranchées allemandes de 1942. C'est ici que se trouvait Manstein, le groupe armé de Manstein, et qu'il a mené sa reconquête, son offensive victorieuse en 42 sur Kharkov. Voilà, donc là je me suis dit, ouais, ces types vivent avec la guerre de leur grand-père sous leurs pieds, quoi. Et donc, voilà, il y a un vrai... les Russes, faut jamais oublier que historiquement et culturellement, on leur a appris les 20 millions de morts depuis toutes les générations qui ont suivi la fin de la guerre. Donc, quelque part, pour eux, tout ça est extrêmement présent. Poutine agite en permanence l'idée que l'Occident veut détruire la Russie, veut la détruire culturellement, la tradition, en face, c'est les LGBT, woke, etc. Tout ça, ça marche très très bien. Ça marche très très bien avec le soldat. Donc la question de la motivation des soldats, j'entendais encore un général, je ne vais pas le citer, mais qui disait oui, ils ne font que sauver leur peau. Non, ils ne font pas que sauver leur peau, c'est pas vrai. On peut continuer à voir ça, mais si on se rend compte au bout d'un an et demi de guerre que ça n'a toujours pas évolué, ça veut dire que les Russes sont là pour un peu autre chose que simplement être forcés à faire la guerre, etc. Et qu'il y a sans doute des motivations plus profondes. Qu'est-ce qui explique, selon vous, en ayant vu un peu les deux côtés, que ce conflit dure aussi longtemps, qu'il s'enlise et que justement la force russe soit pas aussi forte? Est-ce que c'est parce que l'Ukraine a un avantage énorme avec tout ce qui est envoyé par l'Occident? Est-ce que c'est... Non, je pense que les Russes ont fait des erreurs évidentes. Dès le début, il y a eu une tentative de prendre Kiev rapidement qui s'est soldée par un échec. Ensuite, il y a eu un repli de la zone de Kiev. Ensuite, il y a eu une contre-offensive ukrainienne contre laquelle les Russes, eux, se sont un petit peu dérobés pour reprendre la rivière Oskol en ligne de front. Donc ils ont évacué toute la partie est de Kharkiv, c'était un mouvement d'armée très audacieux opéré par le général Zaloujny, le commandant en chef des armées ukrainiennes. Ensuite, il y a eu le retrait de Kherson, qui pour moi, d'un point de vue militaire, était tout à fait logique. Kherson était très difficile à défendre, très difficile à ravitailler. Quand le pont Antonovski a été frappé par des salves de HIMARS et rendu inutilisable, les Russes avaient fabriqué
un système de barges sur le Dniepr pour faire venir des camions, mais ça suffisait pas, évidemment. C'était Kherson, pardon, c'est une ville que j'ai trouvée crevant de faim, avec énormément de problèmes de ravitaillement en eau. Je me souviens que l'hôtel dans lequel on séjournait était l'unique point de distribution d'eau potable pour tout un quartier. Donc tous les jours, il y avait une queue de vieillards, essentiellement, qui n'avaient pas pu partir, qui venaient avec leur bidon à notre hôtel pour... c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils avaient gardé l'hôtel ouvert, sinon tous les autres hôtels étaient fermés. Donc cette ambiance-là me laissait penser que le retrait de Kherson avait une logique. Et ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est que le général Surovikin, qui avait été nommé à l'époque chef de l'opération militaire spéciale par Poutine, a ensuite barricadé le front, a créé des défenses, des champs de mines, des têtes de dragon tout le long, plus creuser des tranchées immenses, parfois jusqu'à 500 km de tranchées. Donc tout ce rideau défensif aujourd'hui est extrêmement efficace, et les Russes ont eu tout ce temps ensuite pour se calfeutrer et barricader la terre conquise d'Ukraine. Donc voilà voilà un petit peu le constat que je pouvais en faire sur par rapport à ce que j'ai vu sur place. C'est vrai que nous, de notre côté, quand on est occidental, on est français, c'est compliqué de comprendre tout ça, d'autant plus que quand on parle de nazisme, de soviétisme, etc., c'est pas la même définition qu'on a nous, culturellement, qu'eux, ils peuvent avoir aussi. Non, pas du tout, ouais. Pour être allé aussi côté ukrainien sur la ligne de front, c'est vrai qu'on le perçoit, quoi. C'est très complexe, les brigades de volontaires qui se disent elles-mêmes d'extrême droite, pour elles, c'est une dénomination, c'est une définition assez classique qu'on dit ça en France. C'est pas la même logique. Et vous parliez de généraux, je pense que vous faites mention des experts qu'on voit sur les plateaux de télé de temps en temps. Oui. C'est un peu un euphémisme. Alors, si on veut aborder cette question, ce qu'on appelle des généraux de plateau, parce que maintenant c'est devenu une sorte de catégorie, c'est souvent des gens, alors pas tous, il y en a qui ont commandé au front, qui ont des expériences, d'ailleurs c'est assez significatif de voir quand l'un a commun, ça se voit en général assez rapidement. Beaucoup ont été des généraux d'état-major, c'est-à-dire des gens qui ont fait la guerre sur des cartes, et encore il y a très longtemps, donc qui viennent apporter une certaine vision, pourquoi pas, mais si vous voulez, on assiste avec cette guerre en Ukraine à une espèce d'explosion aussi d'avis personnels, de haine ressassée. Tout à coup, ça y est, ils se sentent investis d'une espèce de mission pour certains, qui toujours de dire tout ce que font les Russes, c'est nul, c'est l'agresseur, ils doivent être détruits, etc., etc. Bon, tout ça n'apporte pas grand-chose, à mon sens, au schmilblick, ni même à la compréhension que le spectateur peut avoir de cette guerre. Je pense que ça, c'est du temps perdu, c'est du show. On est dans une série, on est dans de la science-fiction souvent, avec des exploitations en fait, de la moindre chose qui laisse penser que, même si elle n'est pas du tout fondée, va être prise pour argent comptant. Et par rapport, moi, à mon métier, ce qui m'intéresse toujours, c'est d'essayer d'expliquer les choses par rapport à des choses qui sont vraisemblables, ou au moins des choses que j'ai pu constater, comme je vous en ai décrites, ou des choses qui semblent plausibles sur l'épisode Prigojine-Poutine. Jamais oublier que Poutine et Prigojine sont au départ les deux faces de la même chose, et que Prigojine fait partie du cercle intime de Poutine. Si on évacue ça, on va se dire, ça y est, Poutine se fait dépasser, il y a eu un coup d'État, les gens veulent le renverser. Voilà, et donc on revient sur la narration de ces généraux-là, c'est-à-dire que Poutine va être renversé, il en est à son 12e cancer, il est mal en point, il est machin, et voilà, et on entend ce bruit depuis un an, d'ailleurs, qui permet de masquer accessoirement les carences plus qu'évidentes de l'autre côté de Joe Biden, par exemple, qui ne passe pas une journée sans faire une gaffe ou sans tomber par terre. Oui, ou
de s'émouvoir du mauvais hymne national. Oui, des choses comme ça, mais c'est tellement devenu... Mais nous, on détourne la tête pudiquement, peut-être qu'on devrait le faire, mais quand on dit ça, quand on voit Joe Biden, sa capacité d'élocution, puis qu'on dit que Poutine est mourant, et qu'il prend la parole sans note pendant 4 heures devant... Voilà, le gars n'a pas Alzheimer, c'est évident. Donc pourquoi avoir développé, fait des émissions entières pour expliquer qu'il avait Alzheimer ou que c'est un sosie. Enfin, ouais, vous savez, ce qui est intéressant, c'est quand on a un petit peu d'expérience journalistique, moi j'ai 30 ans de carrière, j'ai vécu ces époques où Saddam Hussein était devenu le nouvel Hitler. Tout à coup, moi j'avais même écrit un papier sur les sosies de Saddam Hussein. J'avais été voir un spécialiste des sosies. Donc à chaque fois, c'est toujours les mêmes grosses ficelles qu'on ressort. Le type va être renversé par un général. Vite, il faut à tout prix le tuer parce que sinon, l'humanité meurt. Pour Saddam Hussein, c'était encore plus dingue, parce que Poutine, c'est un allié, enfin, Poutine a fait partie du G8, la Russie, on a eu des moments pacifistes avec la Russie, mais c'est toujours un petit peu méfié. Saddam Hussein, indépendamment des crimes qu'il a commis, c'est un dictateur que l'Occident a embrassé, porté à bout de bras, armé, voilà. Et donc tout à coup, parce qu'il ne correspondait plus aux intérêts des Américains ou autres, ça y est, il était passé dans le mauvais camp, il fallait s'en débarrasser. Mais ce qui est intéressant, c'est toute cette narration qui est construite, et cette narration, elle vient parasiter évidemment le travail journalistique. Et moi, ce que je veux, c'est toujours essayer de rétablir. Alors, ça me coûte beaucoup. Voilà, on se fait assez. En ce moment, il y a un vrai danger en France à plein de niveaux. C'est une véritable censure rampante dans certains médias. C'est-à-dire que vous n'êtes plus invité. Moi, il y a des médias qui m'invitaient régulièrement, pas tout le temps, mais qui ne m'invitent plus du tout. Pourquoi ? Est-ce que j'ai changé ? Est-ce que je suis devenu un espion russe ? À 54 ans, je dis que c'est un peu vieux pour devenir espion. Voilà, et tout à coup, ça y est, vous parliez d'étiquette tout à l'heure, là, ça y est, pro-russe, je sais pas quoi. Tout ça parce que simplement j'ai fait mon métier en allant raconter la vie quotidienne de ces pauvres bougres, et j'appuie sur le terme, ces pauvres bougres sur le front, dans cette espèce d'enfer. J'ai revu des visions qui m'avaient été rapportées par mon grand-père de Verdun. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir approcher le front comme ça, comme le fait Oliéric ou d'autres. C'est de pouvoir toucher cette espèce d'incandescence. Le front, c'est quelque chose d'assez étonnant, quelles que soient les circonstances. Mais là, c'est que vous avez comme un top chrono. C'est-à-dire vous arrivez et vous vous dites... ça y est, top, c'est parti. À n'importe quel moment, il peut me tomber un truc sur la gueule. N'importe quel moment. Parfois, vous y pensez plus, puis vous remettez, vous avez couru, vous êtes arrivé dans un endroit où il y a un peu plus de calme. Mais le plus de calme ne veut rien dire. Vous êtes sur une gare d'artillerie. Nous, on s'est fait, sur le front, on s'est fait repérer par un drone et ciblé par un char ukrainien. Je vais vous dire, toute une matinée à être ciblé par un char ukrainien qui essaye de chercher, vous voyez les obus qui se rapprochent. Il y avait un char et un mortier. C'est les obus qui se rapprochent, parfois qui s'éloignent. Il n'y a pas un moment où vous êtes... voilà, et vous pouvez finir en chair sanguinolente. C'est là où, d'ailleurs, la plupart des gens meurent comme ça, ou meurent de mines ou de choses. Voilà, nous, on a été bloqués pendant 3 heures dans une ferme, toute une matinée, dans une ferme, à essayer à prier presque pour que ça tombe pas sur nous. Bon, voilà, donc ça quand vous vivez ces réalités-là, vous comprenez, bon, et puis que vous revenez, alors ça c'est un gros changement, parce que quand j'ai commencé à faire du reportage de guerre, c'était en Irak dans les années 2003-2004, je revenais, mon papier était salué par un confrère dans une chronique ou quelque chose comme ça, j'étais extrêmement content. Je revenais, le front était, ça y est, c'était fini, ce fameux top chrono, on était sortis. On est arrivé on est revenu en un morceau, on est content, on retrouve nos femmes, tout va bien. Là, vous vivez ça et vous revenez, vous êtes attaqué. Vous êtes, c'est horrible quoi. Vous êtes suspecté par des gens qui n'ont jamais connu ça, par des gens qui n'ont jamais quitté le cul de leur chaise quoi. Qui viennent vous admonester, vous traiter sur Twitter, c'est un truc hyper facile.
de propagandiste, voilà, vous n'avez fait que rapporter dans votre... et on vous dit, ah bah oui, t'es allé du côté russe, donc forcément, c'est un truc assez dingue, parce que j'ai un élément de comparaison. Je vous ai parlé de l'Afghanistan tout à l'heure. Ça fait des années que je vais côté taliban. Avant, quand ils étaient dans l'opposition. Maintenant, j'arrive, j'ai toujours mes entrées. J'ai jamais vu d'article où on disait le sommier fait la propagande, c'est un djihadiste, il propage puisqu'il est copain avec les talibans, puisque les talibans là, jamais. Alors pourquoi côté russe? C'était aussi valable quand on allait travailler côté syrien, si on était accusé d'être pro-gouvernementaux parce qu'on faisait un boulot de reporter côté syrien. Je trouve ça assez fou, et c'est toujours la même clique d'individus en général, qui sont des gens d'ailleurs qui sont souvent payés. C'est pas des journalistes ni des experts, c'est des gens qui appartiennent à des think tanks, soit payés par les Américains, soit créés par les Américains ou autres, ou des types avec des orientations néoconservatrices. Ces gens-là, d'ailleurs, sont souvent interviewés comme experts, y compris sur des médias publics. En fait, ce ne sont pas des experts, ce sont des gens qui sont là pour professer une certaine vision et pour la porter sur les écrans et sur le service public et ailleurs. Moi, mon métier, c'est pas du tout ça. Mon métier, c'est d'aller sur place pour raconter la vie des gens et essayer d'y voir un peu plus clair de ce point de vue-là. Oui, ok, je dis que ces gens-là, avec qui j'ai côtoyé, ont des sentiments. Ce ne sont pas des types qui sont prêts à tuer de l'Ukrainien et à lui arracher les yeux. Ce ne sont pas des monstres particulièrement, que chez eux, il y en a sans doute qui sont monstrueux. Mais voilà, le soldat de base, non... C'est un humain, et voilà. Peut-être que de rappeler cette humanité chez les Russes, ça dérange certains, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi je suis effrayé parce que ça ne m'arrivait pas avant, ce genre de truc. Quand je revenais, voilà, on avait fait le boulot, end of the story. Là, on se fait dégommer pour avoir fait un travail dans lequel on risque notre vie, quoi. Voilà. Oui, et puis sans parler aussi du risque que les gens ne voient pas, mais... Gérer une boîte, c'est pas si simple que ça. Non, alors et puis, ça encore plus. Et puis mettre de l'argent personnel peut-être, ou j'en sais rien, mais en tout cas de devoir gérer cette pression financière qu'il y a, c'est assez incroyable. Oui, puis alors bon, moi, du coup, on est, accusé, étiqueté, etc. Donc on a des espèces d'articles dans des médias par des gens. Moi, j'en ai eu récemment dans un journal qui s'appelle Franc-Tireur, un portrait de moi absolument à boulet rouge. Qu'on ne m'aime pas, soit, mais là j'ai trouvé ça absolument incroyable parce que celui qui a écrit ce papier, que je n'avais jamais entendu parler avant, n'a même pas pris la peine de m'appeler. Qui fait un portrait sur moi, j'aurais peut-être envoyé chier, il aurait contacté, enfin ça fait partie du b.a.-ba du journalisme. L'intéressé n'a pas souhaité répondre à nos questions. C'est dans là. Et là, vous êtes dans un truc Franc-Tireur, publié par Raphaël Enthoven, Caroline Fourest, qui passent leur temps à donner des leçons de journalisme à la terre entière, à expliquer qu'ils sont les plus vertueux, les plus purs que les autres. Ils dénoncent machin, le fascisme, etc. Mais c'est des gens qui pratiquent des méthodes fascistes. Démolir quelqu'un sans l'appeler, mais il n'y a rien de plus facile. C'est juste, c'est quoi cette démarche? En plus, je suis pas le seul à avoir. Ils ont fait un portrait aussi au vitriol de Sonia Mabrouk. Voilà, ils se payent chacun leur facho par semaine. Et ils ont l'impression, ça donne bonne conscience. Peut-être ça les aide à dormir, j'en sais rien. S'imaginer les plus vertueux, mais c'est des gens qui ne comprennent même pas la société. Ils sont même, je veux dire, voilà, ils sont dans un petit monde. C'est sûr que leur bagnole, elle n'a pas brûlé cette nuit, par exemple. Voilà. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a, je ne sais pas si on peut parler d'impression, mais qu'il y a un storytelling général. Ouais. Et puis quand on s'intéresse un peu à la géopolitique, ce qu'on essaie de faire aussi au sein de Défense Zone, c'est expliquer le contexte qu'il y a derrière. Mais bien sûr. De montrer que la guerre en Ukraine est pas un épiphénomène, mais en tout cas c'est un événement qui s'intègre dans un contexte géopolitique entre un bloc, un peu comme une nouvelle guerre froide. D'ailleurs, je ne sais plus qui parlait de ça comme géopolitologue, justement, de dire que c'est un peu une guerre froide 2.0 avec les BRICS d'un côté et puis l'Occident de l'autre. Ça a été une tectonique des plaques. J'ai déjeuné l'autre jour avec François Fillon et on parlait de ça. Et lui, justement, a épousé cette idée, même au niveau du business aujourd'hui, d'un changement dans la tectonique des plaques. C'est vraiment un réalignement, une bipolarisation qui est en train de se recréer, avec en même temps aussi plusieurs pôles.
les Turcs, les Chinois, les Russes, les Iraniens, enfin bref, il y a toute une galaxie qui interagit, avec comme règle de base, je dirais, et phénomène constant pour la plupart, ça va jusqu'à l'Afrique du Sud, c'est ce que j'appellerais moi une forme de désoccidentalisation. C'est-à-dire que l'avantage, comment dire, tactique qu'avait l'Occident, l'avantage moral quelque part, a disparu, quoi. Voilà. On le voit très bien en Afrique, et on s'en rend compte en accusant toujours les autres. Moi j'ai toujours dit, Wagner en Afrique, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. C'est pas Wagner qui est arrivé, qui a handicapé l'action de Barkhane et de la France. Non, c'est pas vrai. C'est nos choix d'avoir soutenu un certain nombre de leaders qui ont été renversés, d'avoir fait une guerre impeccable contre le djihadisme pendant des années, mais de ne pas avoir su recoller les morceaux de certains pays dont nous avions la supervision. Et tout ça, finalement, a provoqué un mécontentement, et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Donc, voilà, il faut avoir une vision lucide sur cette recomposition du monde, ne pas croire que l'Occident a dit son dernier mot, ne pas croire que la France n'a pas encore voix au chapitre, mais c'est sûr qu'au niveau de l'Afrique, il faut parler aux Africains différemment qu'Emmanuel Macron, ce n'est pas possible. Il avait commis le même échec au Liban. Dans sa géopolitique, cette espèce d'incarnation permanente en disant « moi je sais, vous ne savez pas ». Donc ce n'est plus possible d'aller vers les gens et de leur donner des leçons. Voilà. Donc, quand on a échoué, voilà, on a échoué. C'est la problématique du développement, de toute façon, en Afrique et ailleurs, c'est qu'un expert du développement occidental qui débarque en Afrique, oui, avec son éducation, sa vision du monde. À l'époque, ça marchait. Aujourd'hui, non. C'est juste ça qu'il faut réaliser. C'est-à-dire qu'on peut toujours faire des éditos depuis Paris, expliquer ce qu'il faudrait faire. Mais quand on va sur place, on se rend compte que l'Occident, moi je vous parlais de l'Afghanistan, j'ai rencontré une femme là-bas qui est une des dernières médecins à exercer la médecine, la dernière femme à exercer la médecine dans toute la province du Wardak, et je lui demandais mais comment les talibans peuvent évoluer, est-ce que les talibans vont quand même finalement, elle me dit si les talibans évoluent, ce sera sous l'influence d'autres pays musulmans, comme le Qatar, comme les pays du Golfe, etc., avec lesquels ils seront obligés, in fine, de maintenir de tisser des alliances. Et ces pays-là leur expliqueront peut-être que leur vision de la charia est différente de la leur, et donc ça fera évoluer la cause des femmes. Voilà. Et à la fin, elle conclut, elle me dit, parce que vous, les Occidentaux, les Américains, c'est fini. On veut plus vous voir. Vous avez laissé trop de mauvais souvenirs. Et là, je me suis dit, cette femme est plutôt libérale, dans le fond, dans sa pensée, elle est progressiste. Si même des opposants aux talibans pensent comme ça veut dire que les 20 ans qu'on a passés en Afghanistan, mais c'était un échec absolu. Et tant qu'on n'aura pas compris pourquoi et à quel niveau et quelle est la nature de cet échec, on ne s'en sortira pas parce qu'on imaginera qu'il faudra qu'on intervienne pour changer le monde. Vous avez des gens qui pensent toujours ça. Bernard-Henri Lévy est persuadé qu'une intervention de l'Occident ou Lindsey Graham militairement aux États-Unis va changer les choses dans le monde. En réalité, c'est pas vrai. On ne fait que des champs de ruines depuis 20 ans. Regardez la Libye. Regardez toutes ces interventions. L'Irak qui s'en tire tant bien que mal aujourd'hui. Mais à quel prix ? Au prix de Daesh. C'était ça, la conclusion de notre intervention, qui était célébrée par tous les médias à l'époque comme absolument nécessaire. Voilà, donc si on veut, même quand on va plus loin, regardez la Somalie, l'intervention américaine en 93 sous Clinton, depuis le pays s'en est jamais remis, le pays est un espèce d'état failli, comme dirait Dominique de Villepin. Voilà, donc quand on fait tous ces constats des interventions occidentales, il est évident qu'il y a urgence à avoir une autre approche. Or, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est plutôt, voilà, on se fait notre petit carteron de gens qui pensent pareil, et on entretient cette pensée que finalement le primat occidental existe encore dans le monde alors qu'il a disparu depuis longtemps. Voilà. Et ce qui est un peu plus inquiétant encore, c'est qu'on entend de plus en plus des gens dire qu'il faut revenir au concept de États-Unis comme gendarme du monde. Oui, bien sûr. Parce qu'on a l'impression qu'on est dos au mur et que c'est un peu la dernière solution qu'on a. Et le jour où il y aura un système financier qui sera correct au niveau des BRICS et que les États-Unis n'auront plus que leur armée pour assurer une prédominance internationale,
Évidemment, la guerre en Ukraine a forcé cette vassalisation de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. La France aurait pu essayer de jouer une carte différente. Peut-être que sans doute De Gaulle aurait fait autre chose. Maintenant, Macron a tenté quelque chose avec Poutine au début. Avec l'Inde, parce qu'il est en train de tester avec l'Inde. Ouais. Bon. Qui est quand même un des pays leaders des BRICS, peut-être. On va dire que c'est le plus... Là, l'Inde est devenu le pays le plus peuplé du monde, donc oui, quelque part, il a voix au chapitre, il y a peut-être quelque chose. Il y a encore des points de convergence, hein. Tout n'est pas complètement coupé, mais quand on voit la réconciliation d'Iran et de l'Arabie Saoudite sous la férule de la Chine, alors que cette situation a été bloquée à cause des Américains depuis des années, bah oui, mais qui fait avancer la paix dans le monde, là ? C'est plus pas les Américains, au contraire, on s'est rendu compte que non, les exigences américaines et le jeu d'alliance dans la région faisaient que la situation était entièrement bloquée et que ces pays étaient, il y a 3 ans, au bord de la guerre. Bon, voilà, là, les Chinois ont prouvé qu'ils avaient une capacité et peut-être qu'ils pourront parvenir à une paix en Ukraine aussi. Quand on a vu des pays africains proposer une paix, c'est quand même nouveau. Il ne faut pas s'en moquer. Quand Lula propose aux Chinois un plan de paix pour l'Ukraine, il ne faut pas s'en moquer. On est dans un monde qui se recompose et dans lequel on n'est pas tous, nous occidentaux, à savoir le secret des choses et à avoir la bonne méthode, quoi, voilà. Du coup, partant de là, sachant que tous les deux on est journalistes et on a parlé avec d'autres journalistes dans le podcast, on sait que le système médiatique est pas corrompu, on peut utiliser des mots comme ça, mais en tout cas, on est clair sur l'idée que y a un discours dominant, il y a un canal d'information qui est assez orienté, et c'est de plus en plus compliqué pour un auditeur, un téléspectateur de se faire sa propre avis. Il y a la question des biais cognitifs aussi, qui est peut-être le fond de commerce de toutes ces émissions qu'on voit avec des experts, effectivement ces généraux de plateau, qui viennent conforter l'idée de quelqu'un qui regarde une émission de télé, aussi sérieuse soit-elle. Concrètement, comment on fait ? C'est quoi votre conseil aux jeunes générations ou à n'importe qui se dit « Ok, là, j'aimerais bien faire abstraction de ces biais cognitifs, de où est-ce que je me documente, qu'est-ce que je mange concrètement, comment je fais pour trouver une source d'information, comment je fais pour confronter les sources d'information, c'est quoi la méthodologie ?» Sachant qu'en plus, on n'a pas forcément les moyens de s'abonner à des magazines ou ce genre de choses, même s'il y a des offres qui sont quand même peu chères, quoi. Mais comment on fait concrètement ? Je pense qu'il faut picorer. Il faut picorer. Pour reprendre le cas de la guerre en Ukraine, puisque ça fait partie de une grosse partie de notre interview, pour prendre ce cas concret, il existe une multitude de sources, dont certaines s'expriment beaucoup sur Twitter. Moi, j'utilise beaucoup Twitter pour avoir accès parfois à des documents auxquels j'aurais pas accès si j'avais une revue de presse, je dirais, normale, parce que parfois un lien me permet de... Bon, après, il y a un certain... Quand on voit Twitter, il faut jamais prendre Twitter pour argent comptant et essayer de regarder quelles sont les bonnes sources des deux côtés. Vous avez des médias, au SINDEF par exemple, je pense, qui est un média pro-ukrainien, mais très honnête sur les avancées, si vous voulez vous intéresser à ce qui se passe sur le front. Vous avez un média très orienté aussi, très néoconservateur, mais attaché aux faits, et donc qui va relayer par ses cartes, une vision à peu près exacte de ce qui se passe sur le champ de bataille, qui s'appelle ISW, Institute for the Study of War. De l'autre côté, vous avez Rybar, qui est un ensemble de médias pro-russes, plutôt honnêtes, et en ce moment, avec parfois des dingueries assez visibles. Sinon, vous avez des gens comme Erwan Castel, qui est lui très pro-russe, mais quand les Russes font des conneries, il le dit, enfin, de son point de vue, et il est souvent très très informé sur ce qui se passe sur le front. Donc, quand vous regardez, on vous dit il y a une info, les Russes sont avancés ou les Ukrainiens ont fait une percée. Si vous allez voir ces 4-là, dans l'heure, en général, vous avez une vérification à peu près exacte de ce qui s'est passé, voilà. À côté de ça, vous avez les purs propagandistes qui, eux,
pour masquer une défaite de leur camp local, vont mettre en avant une autre chose, ou systématiquement voir des choses qui... et vous savez, il y a encore des blogueurs, y compris occidentaux, qui tous les jours, c'est les Russes s'écroulent, grande victoire de l'armée ukrainienne. Encore une fois, je vous dis, voilà, l'autre jour, il y avait un tweet, enfin une série de tweets qui se félicitait pour la prise de 500 mètres carrés. 500 mètres carrés. Les mêmes raillaient quand Wagner prenait 500 mètres carrés dans Bakhmout. C'était, regardez, ils ont sacrifié des milliers de mecs pour 500 mètres carrés. Bon là, eux, ils viennent de prendre 500 mètres carrés, donc l'équivalent de, je sais pas, 3 terrains de foot. Mais voilà, donc ça, voilà, ça c'est de la propagande, ça. Donc il faut toujours essayer de constater. Puis après, il y a des instituts plus sérieux. Les rapports de la Rand Corporation sont intéressants. Il faut savoir, une fois qu'on a compris l'esprit dans lequel ils ont fait, on peut en tirer un certain nombre d'enseignements. La Rand Corporation est un institut créé uniquement pour les intérêts américains à destination du complexe industrialo-militaire américain. Donc clairement, à partir dont on passe de ça, on va se dire, quand la Rand Corporation dit attention, si la guerre en Ukraine se prolonge, c'est plus dans notre intérêt, on ferait bien de regarder, et quand la prochaine déclaration de Blinken, c'est ce conflit se terminera par la négociation, là on se dit, attention, on commence à avoir un panel américain qui se met dans un... Voilà, le ton a un peu changé. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, de regarder la presse américaine, alors évidemment, je recommande le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, parce que ce sont des journaux de qualité, c'est toujours des journaux qui ont cette grande croyance des faits. Quand il y avait la bataille de Bakhmout, que vous aviez le papier du New York Times après, y compris d'un mec qui était de l'autre côté, quand les Russes avançaient dans Bakhmout, le New York Times le disait, le Monde le disait pas. Le Monde le disait pas. Donc, ou alors, vraiment rétrospectivement, et Le Monde parfois vous annonçait, ça y est, les Russes, la Russie sera vaincue, signé le commandant du renseignement militaire ukrainien. Qu'est-ce qu'on peut espérer avec un grand interview exclusive du général machin, commandant du renseignement ukrainien. Le mec du renseignement ukrainien qui va vous dire non, les Ukrainiens vont perdre. C'est prendre les gens pour des idiots. Donc voilà, donc je prends globalement pour les jeunes, lisez la presse américaine. Et faites-vous l'économie, vous perdrez votre temps de lire Le Parisien, Le Monde, etc. Ne lisez pas la presse française. Ne lisez pas la presse française, voilà. Lisez la presse américaine, anglo-saxonne, les Anglais, même s'ils ont aussi des côtés très propagandistes, mais parfois, quand il y a quelque chose à creuser, en général, voilà, il y a une excellence du journalisme à l'anglo-saxonne. Malheureusement, en France, beaucoup de mes confrères sont dévoyés depuis longtemps, ou recherchent des buts qui sont plus des buts qui correspondent à du journalisme, ce sont des buts de souhait de victoire de l'Ukraine, voilà, bon, ok. Mais le problème, c'est si ça se passe pas, voilà. C'est intéressant parce que c'est à la fois paradoxal par rapport à ce que vous disiez sur le fait que les États-Unis ont un peu vassalisé l'Europe et on pourrait penser que les médias américains sont au service d'eux. Non, regardez l'affaire Nord Stream 2, enfin l'affaire de l'explosion des pipelines. Bon, c'est le Washington Post qui a révélé que la CIA avait été... donc, on finit toujours par savoir ce qui se passe aux États-Unis. Il y a toujours voilà, on finit par connaître un bout de la vérité au moins, même si ça prend quelque temps. En France, non, on est dans un système monarchique républicain dans lequel la vérité peut parfois être enterrée pour toujours. C'est quoi le dernier conseil que vous aimeriez partager, peut-être qu'on vous a donné à vous, à titre personnel, quand vous êtes lancé? Oui. Quelque chose qui vous a marqué, vous y repensez de temps en temps en vous disant heureusement que j'ai su ça ou que j'ai compris ça pour faire mieux mon travail? C'est un peu banal, mais écouter les autres. Parfois, on ne laisse pas assez la parole, on ne prête pas assez attention à ce que nos collaborateurs peuvent penser. Et, parfois, ils ont un jugement qui est plein de bon sens et nous, on est dans l'erreur. Ça aussi, de savoir qu'on peut se planter.
faut en être conscient. C'est un monde qui bouge tout le temps, donc dans les médias, faut être hyper réactif, essayer d'aller trouver les choses. Donc le conseil, oui, c'est toujours d'écouter les autres, y compris d'ailleurs des gens, parfois, on se dit « Ah ouais, bon, lui... Non, il faut écouter aussi les autres qui nous critiquent. Ça aussi, c'est important. À partir du moment où ils ne le font pas à des fins de nous tuer socialement, parce que pour certains, c'est leur sport. Mais non, il y en a qui peuvent nous critiquer. Moi, je suis très désireux d'avoir et de débattre. J'aimerais beaucoup, pour le conflit en Ukraine, par rapport à tout ce que je vous ai dit, puisque c'est le gros morceau qui nous concerne en ce moment, pouvoir faire des débats sur des chaînes grand public entre eux, avec des confrères qui couvrent le côté ukrainien. Ce serait extraordinaire, et idéalement, journalistiquement, d'avoir quelqu'un des deux côtés qui ne serait pas intéressé par ça. Or, ça n'arrive jamais. Jamais. Sauf dans des missions confidentielles ou avec un petit public sur des blogs ou sur des chaînes YouTube. Voilà. Mais sinon, ça n'arrive pas. Or, la logique voudrait que quand on a un mec d'un côté... Voilà, l'autre jour, le type de LCI ou de France de TF1 est allé côté russe, il s'est fait dégommer après, soi-disant qu'il a fait de la propagande. Il a eu l'accès à des tranchées russes, voilà, et donc le mec s'est fait démolir. Mais l'idée serait de prendre un qui fait... Voilà, en plus dans la même chaîne, ils avaient des deux côtés. Ils auraient très bien pu organiser un débat. Voilà, donc ça, ne serait-ce que ça, que ça ne puisse pas se faire, c'est complètement aberrant. C'est-à-dire que notre perception de ce conflit et notre ouverture d'esprit est limitée, quoi. Voilà, fatalement. Voilà. Bah merci Régis pour ce témoignage et cette information. Et puis on retrouve du coup Omerta en kiosque, oui. Le numéro 2 vient de sortir. Voilà, absolument. Donc c'est un trimestriel. Trimestriel, donc on peut le trouver pendant tout l'été. Immigration, chaos organisé. Donc donc il y a des grandes interviews sur ce sujet, il y a des grandes analyses, il y a beaucoup de chiffres, il y a tout l'aspect juridique, il y a plein de choses, mais il y a aussi beaucoup de reportages. On est en Afghanistan, à Mayotte, en Tunisie et en Tchétchénie. 4 grands reportages aux sources de l'immigration pour essayer de comprendre pourquoi ces gens quittent leur pays et pourquoi ils veulent venir chez nous. Voilà. C'est super intéressant. On invite tous nos auditeurs à aller en kiosque pour soutenir la presse indépendante, c'est important. Merci. Et à lire tout ça. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous au magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.